Le monde ne s'effondre pas parce qu'il est injuste, il s'effondre parce que tu ne sais pas tenir debout. Ce n'est pas la vie qui te détruit, ce sont les réactions que tu choisis face à elle. La plupart des gens passent leur journée à blâmer le destin, la chance ou les autres, sans comprendre que le véritable champ de bataille est à l'intérieur. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que ton propre esprit lorsque tu ne sais pas le maîtriser. La transformation personnelle ne commence pas avec des livres ni avec des phrases inspirantes. Elle commence lorsque tu décides d'arrêter de te mentir. Quand tu regardes ton reflet et acceptes que la cause de ton chaos n'est pas à l'extérieur, mais dans tes décisions, tes habitudes et ta façon de penser. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter d'attendre que le monde change et commencer à te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais impénétrable. D'apprendre à résister sans durcir, à garder son calme lorsque le bruit du monde tente de briser ta concentration. Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber, mais tomber et se relever sans perdre le cap. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité. Elle cherche à te confronter à elle. Elle te montrera que ton potentiel ne dépend pas de la chance, ni de qui te soutient, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. 8 leçons qui t'apprendront à regarder depuis le haut, à t'adapter sans perdre ton essence, à éliminer ce qui t'affaiblit et à construire une vie solide, guidée par la raison et la sérénité. Parce que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle pour ne pas être esclave de rien, pas même de toi-même. On te regarde d'en haut avant de réagir. Un aigle ne se laisse pas attraper par le bruit du sol. Alors que les autres se battent pour des miettes, elle observe depuis les hauteurs, patiente, analysant chaque mouvement avant d'agir. C'est cette attitude qui différencie celui qui se laisse consumer par les émotions de celui qui maîtrise son esprit. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des provocations, des critiques ou des injustices. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Regarder d'en haut avant de réagir, c'est apprendre à élever l'esprit au-dessus du chaos, à gagner en perspective, avant de permettre à une émotion temporaire de détruire quelque chose de permanent. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous donnez votre pouvoir. Lorsque vous répondez avec colère, lorsque vous vous laissez emporter par la frustration ou l'orgueil, vous devenez prisonnier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. En revanche, lorsque vous prenez un moment pour respirer, observer et réfléchir, vous reprenez le contrôle de vous-même. Cet instant de pause est où se mesure la véritable force. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison ou de prouver votre valeur en criant. Le silence et le calme sont des signes d'intelligence émotionnelle. Marc Aurèle le comprenait bien. Au milieu des guerres et des trahisons, il a écrit que l'âme se renforce lorsqu'elle s'élève au-dessus des événements. Non pas parce qu'elle les ignore, mais parce qu'elle les observe avec sérénité. De là-haut, les choses sont mises en proportion. Le problème qui semblait énorme se réduit, l'offense devient insignifiante et l'opinion des autres cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Cette distance mentale n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Pratiquer cette leçon est simple, mais nécessite de la discipline. Lorsque quelque chose vous perturbe, imaginez que vous vous élevez comme un observateur. Regardez-vous de l'extérieur, sans jugement. Demandez-vous, cela mérite-t-il mon énergie? Cela aura-t-il de l'importance demain, dans une semaine ou dans un an? Si la réponse est non, gardez le silence, souriez et continuez. Personne ne peut contrôler celui qui maîtrise son esprit. Regarder d'en haut, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à gagner des disputes, mais à préserver la paix intérieure. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Apprendre à observer avant de réagir fait de vous quelqu'un qui ne répond plus par impulsion, mais par raison. Et lorsque vous y parvenez, aucun mot ne peut vous blesser, aucun échec ne peut vous briser, et aucun chaos ne peut vous gouverner. Parce que celui qui voit d'en haut a compris que le monde restera bruyant, mais en lui règne le silence de la clarté. L'esprit fort ne cherche pas à imposer, il cherche à comprendre. Il ne court pas après le conflit, il le dissout avec sagesse. Être observateur ne signifie pas se rendre, cela signifie choisir les batailles qui en valent vraiment la peine. La prochaine fois que la vie vous provoquera, ne répondez pas immédiatement. Montez mentalement à cette montagne intérieure,
Observez le panorama complet et souvenez-vous que votre réaction définit votre destin. Le sage ne se laisse pas emporter par le vent du moment, car son centre est ferme, son regard est haut et sa paix ne dépend pas du monde, mais de sa propre maîtrise. Adapte-toi sans perdre ton essence. Le bambou résiste aux vents les plus violents, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il sait se plier sans se briser. Sa force réside dans sa flexibilité, non dans sa dureté. Ainsi devrait être l'être humain face au changement, capable de s'ajuster sans perdre sa forme, ferme dans ses valeurs mais adaptable face à l'inévitable. Dans un monde où tout se transforme à un rythme effréné, la rigidité mentale devient une condamnation. Résister au changement ne te rend pas fort, cela te rend fragile. Le sage comprend que s'adapter n'est pas se rendre, mais évoluer intelligemment. Chaque jour, l'environnement change, les gens changent, les plans s'effondrent et les certitudes disparaissent. Celui qui ne sait pas s'adapter reste coincé dans la frustration, blâmant le destin de ne pas s'adapter à ses désirs. Mais la vie ne s'adapte à personne. C'est toi qui dois apprendre à couler sans te dissoudre dans le processus. Sois flexible face à l'extérieur mais ferme avec l'intérieur. C'est la différence entre t'adapter et te perdre. Ne cède pas tes principes, mais ne t'accroche pas non plus aux anciennes formes qui ne servent plus. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu ne peux contrôler les événements, seulement ta réponse à eux. Changer de cap ne signifie pas trahir tes idéaux. Cela signifie avoir la sagesse de savoir quand avancer, quand reculer et quand attendre. T'adapter, c'est agir avec stratégie, pas avec désespoir. C'est observer calmement le terrain et bouger intelligemment sans craindre le jugement ou l'échec. La force ne réside pas dans la résistance à tout, mais dans la capacité à te transformer sans cesser d'être toi. La personne immature s'accroche à la façon dont les choses étaient, la mature s'adapte au présent sans perdre le cap. Demande-toi, combien de fois es-tu resté bloqué par peur de lâcher ce qui ne fonctionne plus? Parfois, ce qui fait mal n'est pas le changement, mais la résistance à celui-ci. Pratiquer cette leçon demande de l'humilité. Accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux te tromper et que parfois le bon chemin ne sera pas le plus confortable. Mais celui qui s'adapte avec dignité trouve toujours un équilibre, car il comprend que l'essence ne dépend pas de l'environnement, mais de la cohérence interne. Garde tes valeurs comme des racines, mais laisse tes branches bouger avec le vent. C'est la formule de ceux qui restent fermes au milieu du chaos. Le stoïcien ne lutte pas contre le courant, il l'utilise pour avancer. Il sait que le changement est inévitable, mais que la perte d'identité est optionnelle. Tu peux te réinventer 1000 fois sans cesser d'être toi, si tes principes restent ton or. Tout comme le bambou revient à sa position après la tempête, tu peux aussi rester debout après chaque coup, plus sage, plus fort et plus conscient. T'adapter sans perdre ton essence n'est pas une compétence, c'est une façon de vivre. Parce que la vraie fermeté n'est pas dans la résistance au changement, mais dans le fait de permettre qu'il te transforme sans t'arracher ce que tu es. 3. Résolvez les problèmes à temps. Un petit fil qui se détache d'un vêtement semble inoffensif, mais si vous ne le coupez pas à temps, il finit par défaire toute la couture. C'est ainsi que fonctionnent les problèmes. Ils commencent comme des détails, comme de légères nuisances, et si vous les ignorez, ils se transforment en tempêtes qui balayent votre calme. La plupart des gens ne échouent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites choses qu'ils n'ont jamais affrontées. Chaque conflit non résolu, chaque décision reportée, chaque conversation évitée s'accumule silencieusement jusqu'à ce qu'un jour, elle explose. La vie ne vous détruit pas d'un coup. Elle vous use peu à peu lorsque vous choisissez de regarder ailleurs. Le stoïcien ne fuit pas les problèmes, il les affronte avant qu'ils ne grandissent. Il sait que chaque difficulté ignorée est une brique dans le mur de l'anxiété. Résoudre à temps ne signifie pas agir avec précipitation, mais avec clarté. Cela signifie reconnaître que le déni n'est pas la paix, c'est une bombe à retardement. Sénèque disait que ce que nous craignons est souvent moins terrible que la peur elle-même. Affronter le problème tôt empêche la peur de l'agrandir. Lorsque vous agissez avec décision, vous coupez à la racine l'incertitude qui cause tant d'usure. Résoudre à temps implique également l'honnêteté envers vous-même.
Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Admettre une erreur, accepter que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une relation s'est détériorée, nécessite du courage. Mais cette sincérité libère. Le déni ne fait que reporter la douleur, il ne l'élimine jamais. Combien de fois avez-vous pensé « je le réparerai plus tard », « je parlerai à cette personne plus tard »,« je changerai plus tard », et ce « plus tard » se transforme en « jamais ». Le temps ne guérit pas ce que vous n'affrontez pas, il l'enterre seulement jusqu'à ce qu'il ressorte avec plus de force. La sagesse stoïcienne enseigne que la sérénité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité de les résoudre avec calme. N'attendez pas que les choses se règlent d'elles-mêmes. La procrastination émotionnelle est le chemin le plus court vers le désordre intérieur. Si quelque chose vous dérange, agissez. Si quelque chose vous fait mal, comprenez-le. Si quelque chose vous inquiète, affrontez-le. Ignorer est plus facile, mais vous paierez un prix élevé. Chaque problème que vous affrontez à temps renforce votre caractère et construit la confiance en vous-même. Un cœur discipliné ne cherche pas à éviter le conflit, il cherche à le prévenir. Apprenez à anticiper ce qui peut vous briser. Si vous remarquez que vos habitudes vous affaiblissent, corrigez-les. Si vous sentez que vos relations vous drainent, clarifiez-les. Si quelque chose vous cause une inquiétude constante, ne le couvrez pas avec des distractions. La tranquillité n'arrive pas par chance. Elle arrive par des décisions fermes. Résoudre les problèmes lorsqu'ils sont encore petits est une forme de respect envers vous-même et envers votre avenir. Celui qui reporte l'évidence perd le contrôle de son destin. Les sages n'attendent pas le moment parfait, ils le créent en agissant avec détermination. Dans la vie réelle, les problèmes ne se dissolvent pas avec l'espoir, mais avec l'action. Faites de la prévention une vertu. Examinez votre vie avec des yeux sincères. Détectez les fissures et réparez-les avant que le poids du temps ne les brise complètement. Il ne s'agit pas de vivre sans erreur, mais de ne pas permettre que les erreurs se transforment en ruine. Résoudre les problèmes à temps est une forme de discipline mentale et émotionnelle. C'est la décision de ne pas laisser le petit détruire le grand, de ne pas permettre que le temporaire affecte l'essentiel. Parce que celui qui affronte le conflit avant qu'il ne grandisse démontre qu'il gouverne sa vie et non qu'il réagit à elle. La paix intérieure ne se construit pas en évitant la douleur, mais en résolvant avec courage tout ce qui menace de la voler. 4. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais à cause de celle qu'il laisse entrer. Il en va de même pour les habitudes que vous tolérez. Peu à peu, elles perforent votre force et la remplissent de poids inutiles, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous vous enfonciez. Ce n'est pas toujours une grosse erreur qui détruit votre vie. Parfois, c'est la somme de petites routines qui semblent inoffensives, mais qui volent votre énergie, votre concentration et votre estime de soi. Les mauvaises habitudes sont comme une fuite silencieuse dans l'âme. Et si vous ne les fermez pas à temps, elles finissent par vous vider. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Chaque habitude que vous contrôlez vous libère de la dépendance, du désordre et de la culpabilité. Mais chaque habitude qui vous domine vous enchaîne à la faiblesse. Vous ne pouvez pas aspirer à un esprit fort si vous nourrissez des comportements qui le corrompent. Examiner vos habitudes n'est pas une tâche confortable, car cela implique de regarder honnêtement les façons dont vous vous sabotez. Que faites-vous quand personne ne vous regarde? Quelles pensées répétez-vous en silence? Quelles habitudes vous éloignent de la personne que vous prétendez vouloir être? Éliminer les habitudes qui vous affaiblissent ne consiste pas seulement à arrêter de faire quelque chose, mais à comprendre pourquoi vous le faites. L'esprit cherche toujours le plaisir, l'évasion ou le soulagement, et beaucoup d'habitudes ne sont que des pansements pour ne pas affronter ce qui fait vraiment mal. Mais chaque fois que vous choisissez le confort au lieu du dépassement, vous perdez une partie de votre force. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de remplacer la distraction par le but, l'excès par la modération et la plainte par l'action. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous répétez tous les jours. Chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne votre caractère.
Manger mal, dormir peu, procrastiner, parler sans réfléchir ou abandonner facilement ne sont pas de simples négligences, ce sont les signes d'un système mental sans contrôle. Sénèque disait que nous ne pouvons pas diriger le vent, mais que nous pouvons ajuster les voiles. Cela signifie que vous ne contrôlez pas les circonstances, mais bien vos habitudes. Et c'est là que réside la différence entre celui qui avance et celui qui stagne. La force ne se construit pas avec la motivation, mais avec la répétition. Changer une habitude demande plus que du désir, cela demande de la cohérence. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer ». Il faut agir même si vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la paresse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, vous augmentez votre respect de vous-même. Et lorsque le respect de soi grandit, beaucoup de doutes disparaissent, car vous ne cherchez plus la validation externe, vous cherchez à vous surpasser. Éliminez ce qui vous diminue. Ne négociez pas avec les habitudes que vous savez nuisibles. Si quelque chose vous vole la paix, coupez le lien. Si quelque chose affaiblit votre esprit, remplacez-le. Si quelque chose vous distrait de l'essentiel, éliminez-le sans culpabilité. La transformation intérieure ne vient pas de l'inspiration, elle vient du nettoyage. Vous ne pouvez pas construire un esprit solide sur des fondations pourries. Chaque jour que vous maintenez une mauvaise habitude, vous donnez du pouvoir à la version la plus faible de vous-même. La véritable discipline consiste à apprendre à vous dire non. Non à l'excès, non à la plainte, non à la négligence. Et ce non n'est pas une perte, c'est une affirmation. Vous choisissez votre force plutôt que votre confort. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent et vous verrez que la vie s'éclaircit. Parce que l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile où la stabilité, la sérénité et la confiance en soi grandissent. C'est le pouvoir de l'autocontrôle, la base sur laquelle toute force intérieure est construite. 5. Construis une vie solide sans dépendre de la chance. Le joueur lance les dés et attend. Le sage construit son destin pièce par pièce. Beaucoup vivent comme des joueurs, pariant chaque jour que quelque chose d'extérieur changera leur chance. Le travail parfait, la bonne personne, le moment idéal. Mais celui qui dépend de la chance finit par vivre dans l'incertitude. Le stoïcien ne lance pas les dés. Il planifie, agit et accepte ce qui vient avec sérénité. Non pas parce qu'il croit avoir le contrôle de tout, mais parce qu'il comprend que la véritable stabilité ne se trouve pas dans l'imprévisible, mais dans ce que tu construis de tes propres mains. La vie solide ne se construit pas sur des désirs, mais sur une structure. N'attends pas de stabilité si tes jours sont guidés par le hasard ou l'improvisation. La discipline et la constance sont les fondations qui remplacent la chance. Marc Aurèle n'attendait pas de fortune, il attendait du caractère. Il savait que lorsque le destin change, la seule chose qui te soutient est ce que tu as cultivé en toi. Si tu te prépares, le hasard cesse de te faire peur. Si tu agis avec un but, le résultat cesse de te gouverner. Beaucoup disent « il a eu de la chance », mais ignorent les heures silencieuses de travail, les renoncements, la clarté d'esprit et la patience qui se cachent derrière chaque véritable réussite. La chance n'est que le reflet de la préparation rencontrant l'opportunité. Celui qui ne se prépare pas, même si l'opportunité se présente, ne saura pas la reconnaître. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que les circonstances s'alignent, aligne ta vie avec tes valeurs. Sois l'architecte, pas le spectateur. Construire une vie solide, c'est décider quel type de personne tu veux être quand tout échoue. C'est avoir des principes si solides qu'aucune tempête ne peut les renverser. Tu ne peux pas dépendre de l'extérieur, car tout ce qui est extérieur change. L'argent se perd, les gens partent, les promesses sont brisées. La seule chose qui t'appartient vraiment est ton caractère. Si tu le renforces, rien ne peut t'ébranler. Si tu le négliges, n'importe quel vent peut te renverser. Chaque décision que tu prends est une brique. Si tu les bases sur des émotions, tu construis avec du sable. Si tu les bases sur des valeurs, tu construis avec de la pierre. La chance peut te pousser, mais seule la constance te soutient. Les stoïciens le savaient bien. On ne contrôle pas la fortune, mais on contrôle la préparation. Sénèque a écrit que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité.
En d'autres termes, le hasard favorise celui qui était déjà prêt à agir. Choisis d'être solide même quand il n'y a pas de garantie. Vise avec l'état d'esprit de celui qui travaille pour ce qu'il désire sans dépendre du résultat. Chaque jour que tu choisis d'agir plutôt que d'attendre, tu renforces ton destin. N'attends pas le moment parfait. Fais du moment le parfait avec ton effort. Les fondations d'une vie stable sont construites avec de petites actions répétées, avec des décisions cohérentes, avec des principes inébranlables. Construire sans dépendre de la chance est une déclaration d'indépendance. C'est affirmer que ta paix ne dépend pas du climat, que ton succès ne dépend pas des applaudissements, que ton but ne dépend pas de ce que font les autres. C'est toi qui décides de te lever chaque jour avec fermeté, clarté et courage. La chance peut être un élan, mais elle ne sera jamais un plan. Si tu te prépares, si tu réfléchis calmement et agis avec discipline, tu n'auras pas besoin de chance, car tu auras appris quelque chose de plus puissant, la capacité de créer ton propre destin. 6. Demander de l'aide est aussi une force. Un arbre ne grandit pas seul. Ses racines s'entrelacent avec celles des autres arbres, partageant l'eau et les nutriments sous la terre. Ce qui semble être de l'indépendance à première vue est en réalité un réseau silencieux de soutien. C'est ainsi que fonctionne l'être humain, bien que beaucoup refusent de l'accepter. On nous a appris que la force est de résister sans aide, que demander du soutien est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un acte de sagesse. L'orgueil mal compris a détruit plus de vies que l'échec lui-même. Celui qui s'isole, par peur de paraître faible, finit par porter un poids qu'il aurait pu partager. Demander de l'aide ne signifie pas se rendre. Cela signifie reconnaître les limites naturelles de l'être humain. Personne ne peut tout faire, et celui qui essaie finit par s'épuiser, se vider ou pire, devenir cynique. Les stoïciens comprenaient que la force ne réside pas dans le fait de tout faire seul, mais dans le fait d'agir avec raison. Et la raison sait quand une aide extérieure est nécessaire. Marc Aurèle, empereur du monde connu, avait des mentors, des conseillers et des amis avec qui il partageait ses pensées les plus profondes. Si même le plus puissant avait besoin de conseils, pourquoi pas vous? Le problème est que l'ego confond indépendance et isolement. Mais la véritable indépendance n'est pas de s'éloigner des autres, mais de maintenir son autonomie tout en acceptant de l'aide quand c'est nécessaire. Celui qui demande de l'aide en toute conscience et non par dépendance fait preuve de maturité. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que quelque chose vous dépasse, c'est du courage. Car l'admettre exige de l'humilité, et l'humilité est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Demander de l'aide est aussi une forme de connexion. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez l'opportunité de contribuer, de se sentir utile, de créer un lien authentique. En revanche, ceux qui se ferment par orgueil construisent des murs qui les isolent. Personne ne peut grandir derrière un mur. La solitude auto-imposée n'est pas la liberté. C'est une prison aux murs invisibles. Il ne s'agit pas de dépendre, mais de partager le poids du chemin sans perdre le contrôle de la direction. Le stoïcisme ne promeut pas l'autosuffisance absolue, il promeut la raison. Et la raison comprend que l'être humain est un être social, qui se renforce en communauté. Sénèque a écrit que le sage peut être autosuffisant, mais qu'il apprécie néanmoins la compagnie, parce qu'il sait qu'il n'a besoin de personne, mais qu'il valorise tout le monde. C'est la différence entre celui qui cherche de l'aide par faiblesse et celui qui la demande par sagesse. Pratiquer cette leçon implique de cesser de voir la vulnérabilité comme un ennemi. Montrer que vous ne pouvez pas tout faire ne vous rend pas fragile, cela vous rend réel. Et ce qui est réel est toujours plus fort que ce qui est parfait. Accepter que parfois vous avez besoin de conseils ou de compagnie ne diminue pas votre pouvoir, il l'amplifie. Car celui qui apprend à s'appuyer sur les autres ne tombe pas, il s'élève. Le véritable fort n'est pas celui qui supporte tout en silence, mais celui qui a le courage de dire « j'ai besoin d'aide » avant de s'effondrer. La force réside dans l'honnêteté, dans l'ouverture et dans la capacité à garder son orgueil sous contrôle. Aucune grande vie n'a été construite en solitude, pas même celle des sages. Si vous voulez avancer, apprenez à accepter les mains sincères, mais aussi à discerner lesquelles le sont.
Demander de l'aide est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de soi avant de se briser. C'est choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, la clarté plutôt que le masque, la guérison plutôt que l'épuisement. Car le véritable guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, en tombant, a la sagesse de se relever avec de l'aide quand c'est nécessaire. C'est la force qui perdure, celle qui ne se nourrit pas de l'ego, mais de la compréhension profonde que l'union, lorsqu'elle est authentique, ne vous diminue pas. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un guerrier ne mesure pas sa valeur par les batailles qu'il gagne, mais par la façon dont il se relève après chaque défaite. La vie ne pardonne pas à celui qui trébuche, mais récompense celui qui apprend. Tomber n'est pas un signe d'échec, c'est une partie du processus. Ce qui détruit n'est pas la chute, mais l'attitude avec laquelle tu choisis de te relever. Beaucoup restent au sol en blâmant le destin. D'autres se dépoussièrent, observent le coup et se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question est celle qui transforme la douleur en sagesse. Chaque erreur a un message, mais seul celui qui s'arrête pour l'écouter parvient à grandir. La plupart fuient l'erreur comme si c'était une marque permanente, alors qu'en réalité, c'est le professeur le plus honnête que tu auras. Le stoïcisme enseigne que rien n'est perdu tant que tu continues à apprendre. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle est le chemin, que ce qui se met en travers de ton progrès peut devenir une partie du progrès lui-même si tu le regardes avec les bons yeux. Tomber n'est pas reculer, c'est avoir l'opportunité de recommencer avec plus de clarté. La véritable force ne se démontre pas en évitant la douleur, mais en la traversant avec conscience. Chaque faux pas révèle quelque chose de toi, ta patience, ton caractère, ta capacité d'autocontrôle. Les défaites sont des miroirs qui montrent où tu as encore besoin de travailler. Si tu les ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu les analyses, tu évolues. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de ne pas faire de la chute une résidence. Le sage accepte ses erreurs sans honte, car il sait qu'elles font partie de son développement. L'immaturité cherche des coupables, la maturité cherche des solutions. Chaque fois que tu assumes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu cesses d'être une victime et tu deviens l'architecte de ton destin. La douleur se transforme en leçon seulement lorsque tu l'affrontes avec honnêteté. Il n'y a pas de croissance sans friction, ni de progrès sans résistance. Transformer la chute en apprentissage signifie aussi renoncer à l'auto-apitoiement. De lamenter éternellement ne change pas le passé, mais le comprendre change l'avenir. Demande-toi ce que cette expérience t'a montré sur toi, sur tes limites, tes faiblesses ou tes peurs. Lorsque tu observes tes erreurs avec raison, tu découvres que l'échec n'était pas une punition, c'était une correction. Parfois, la vie te renverse pour te forcer à regarder sous un autre angle, à remettre en question ton approche, à reconstruire sur une base plus solide. Ne te punis pas pour être tombé, mais ne te donne pas non plus d'excuses pour rester en bas. Chaque fois que tu te relèves avec une nouvelle leçon, ton esprit devient plus fort. La résilience n'est pas seulement de la résistance, c'est de l'adaptation avec un but. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme carburant. C'est ainsi que se forge le caractère, dans le feu des difficultés et dans le calme qui suit la compréhension. Les stoïciens savaient que la chute était inévitable, mais que la souffrance prolongée était optionnelle. Épictète, qui est né esclave et a été l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler ce que tu en fais. C'est l'essence de cette leçon. Transformer le coup en élan, la blessure en sagesse, la perte en direction. Chaque chute est un examen de ton esprit. Tu peux abandonner ou tu peux mûrir. Tu peux rester à regarder le sol ou regarder vers le ciel et continuer. La vie n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de constance. Apprendre de tes erreurs ne te rend pas faible, ça te rend invincible. Parce que lorsque tu apprends à voir la valeur cachée dans chaque chute, tu comprends que rien n'a été en vain et que chaque pas, même le plus douloureux, t'a rapproché de ta meilleure version. 8. Vis avec intégrité. Même en silence, le bâtiment peut sembler imposant, mais si sa structure est fissurée, un petit tremblement suffit pour qu'il s'effondre.
Il en va de même pour les personnes. Beaucoup semblent solides, mais manquent d'intégrité à l'intérieur. La véritable force ne se montre pas en public, elle se construit en silence, lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même, lorsque le monde ne regarde pas. C'est rester fidèle à tes principes, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne ne le reconnaît. Parce que le respect de soi ne se gagne pas en parlant de valeurs, mais en vivant selon elles. À une époque où tout le monde cherche l'approbation, maintenir la cohérence est devenu un acte de rébellion. Beaucoup changent de position en fonction de la compagnie ou du bénéfice, mais le stoïcien comprend que la paix intérieure dépend de la congruence. Il n'y a pas de calme pour celui qui se trahit lui-même. Chaque fois que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, ton esprit s'en souvient, ton corps le ressent et ton esprit en souffre. L'intégrité ne concerne pas la perfection, mais la cohérence. Pas d'être infaillible, mais d'avoir l'humilité de te corriger quand tu te trompes. Vivre avec intégrité implique de prendre des décisions qui parfois ne te conviennent pas, mais te rendent honneur. Cela signifie ne pas vendre ton silence par peur ni ta parole par commodité. Cela implique de dire la vérité même si ça fait mal, de tenir ta parole même si personne ne t'y oblige et d'agir avec droiture même si personne ne te récompense. C'est là l'essence de la force intérieure, faire ce qui est juste sans dépendre de la reconnaissance. Les stoïciens valorisaient l'intégrité plus que le succès. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu abuser de son pouvoir, mais il a choisi de gouverner avec justice et maîtrise de soi. Il comprenait que ce qui définit un homme n'est pas sa position, mais la manière dont il utilise le pouvoir qu'il a. Sénèque disait que la personne vertueuse n'agit pas bien par peur de la punition, mais parce qu'elle a fait de la vertu sa nature. C'est là la différence entre l'apparence et l'essence. L'intégrité se prouve dans les petits actes, pas dans les grands discours. Dans la façon dont tu parles des autres quand ils ne sont pas présents, dans la façon dont tu réagis quand tu pourrais profiter d'une situation et que tu décides de ne pas le faire, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne le remarque. Chacune de ces décisions façonne ton caractère. Et quand tu vis en cohérence avec tes principes, ton esprit se repose. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de prétendre, ni de te cacher. Ta tranquillité est la preuve de ton honnêteté. Vivre avec intégrité en silence signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Il y aura ceux qui te jugeront, te mal interpréteront ou te critiqueront, mais ton devoir n'est pas de les satisfaire, c'est de rester fidèle à ta vérité. La cohérence n'est pas toujours célébrée, mais elle laisse toujours une trace. Et pendant que d'autres s'épuisent à essayer de paraître, tu te renforces en étant. Il n'y a pas de force plus puissante que celle d'un esprit en paix avec ses actions. Lorsque tu agis avec intégrité, le bruit extérieur cesse de t'affecter. Tu n'as plus besoin de te défendre, car tes actes parlent pour toi. L'intégrité est ton bouclier le plus solide, car ni l'opinion des autres, ni le passage du temps ne peuvent la détruire. Vivre avec intégrité, même en silence, c'est construire une forteresse intérieure inébranlable. C'est choisir d'être authentique, même lorsque la fausseté est plus rentable. C'est comprendre que la valeur de ta vie ne se mesure pas à ce que tu sembles être, mais à ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est le sommet de la maîtrise de soi. Regarder en arrière et savoir que tu as été fidèle à toi-même, même si le monde a essayé de te faire plier. La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'érode en silence. Elle se glisse entre les conversations qui vous vident, les soucis que vous répétez, les personnes qui absorbent votre énergie et les pensées qui ne se taisent pas, même la nuit. Il arrive un moment où ce n'est plus le monde qui vous épuise, mais ce que vous autorisez en vous. Vivre en paix ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à fermer les bonnes portes. Chaque jour, nous portons plus que ce qui nous appartient. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous supportons ce qui nous blesse pour ne pas déranger et nous laissons les petites habitudes devenir des chaînes invisibles. Nous ne le remarquons pas parce que l'épuisement mental ne crie pas. Il se manifeste par l'impatience, la fatigue sans raison et le sentiment constant que quelque chose manque, même si tout semble bien.
Cette vidéo est un nettoyage en profondeur de l'âme. Il ne s'agit pas de chercher davantage, mais de lâcher ce qui est superflu. Comprendre que beaucoup des causes de malaise ne se montrent pas ouvertement. Elles se cachent dans le quotidien, dans les comparaisons, dans les justifications, dans la procrastination éternelle de ce que nous savons que nous devons faire. Récupérer la paix est un acte de discipline. Ce n'est pas une retraite spirituelle, ni une promesse vide. C'est avoir le courage d'éliminer avec silence et fermeté tout ce qui vole votre énergie. Parce que tant que vous continuerez à porter ce dont vous n'avez pas besoin, vous ne progresserez jamais légèrement. Et ce voyage, plus qu'à vous apprendre à trouver la paix, vous montrera comment la maintenir même au milieu du bruit. 1. Éloigne-toi de ce qui épuise ton énergie. Il y a des lieux qui éteignent la lumière intérieure, tout comme une pièce sans fenêtre. Tu y entres avec clarté, mais au fur et à mesure que les minutes passent, tout devient opaque, lourd, et sans t'en rendre compte, tu commences à perdre de la force. Il en va de même avec certaines personnes, habitudes ou environnements. Ils ne te volent pas ton énergie d'un coup, ils la drainent lentement, jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles fatigué sans raison, confus face à un vide que tu ne comprends pas. Et il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'une perte émotionnelle profonde, d'une déconnexion avec ton centre, avec ton calme, avec ton but. T'éloigner de ce qui t'épuise n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers toi-même. La plupart des gens restent là où il n'y a plus de croissance, par peur du jugement, par habitude, ou par la fausse idée que renoncer équivaut à échouer. Mais la vérité est que rester dans un lieu qui consomme ta paix est ce qui te défait vraiment. Parfois, se retirer ne signifie pas fuir, mais préserver ton équilibre. Tu n'as pas à expliquer à quiconque pourquoi tu es parti. Chaque fois que tu permets à quelqu'un, à une situation ou même à une pensée négative d'occuper ton esprit, tu cèdes une partie de ton énergie vitale. C'est comme ouvrir une fissure par laquelle s'échappe ton pouvoir interne. Les stoïciens le comprenaient, ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'importance que tu lui accordes. Si chaque jour tu concentres ton attention sur ce qui t'épuise, la vie t'échappe entre l'inquiétude et l'irritation. Mais quand tu choisis de te retirer avec sagesse, non pas par colère mais par conscience, tout change. La distance te rend la perspective. Commence par observer ce qui te laisse vide. Peut-être sont-ce des conversations qui tournent toujours autour de la même chose, des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, ou des lieux où ton esprit se sent obligé de faire semblant. Apprends à remarquer comment tu te sens après avoir été dans certains espaces ou avec certaines personnes. Si tu finis plus fatigué qu'à ton arrivée, c'est le signe. Tu n'as pas besoin de l'analyser autant, il suffit de faire un pas en arrière. Le corps et l'esprit savent quand quelque chose ne vibre pas avec toi. Le problème est que nous cessons de les écouter par peur de perdre. Mais tu ne perds rien de précieux en t'éloignant du bruit, tu récupères de l'énergie pour créer, penser et vivre avec plus de clarté. Éloigne-toi sans drame, sans explication, sans ressentiment. Fais-le avec la sérénité de celui qui se choisit lui-même. Les personnes qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence. Celles qui ne le font pas ne comprendraient jamais tes raisons. Souviens-toi que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui te rend malade, ni avancer lorsque ce qui t'entoure te lie au passé. Et lorsque tu commences à t'éloigner, tu remarqueras quelque chose de curieux. Tout ce qui semblait indispensable cesse d'avoir du poids. Ta respiration devient plus profonde, tes pensées plus claires et ta présence plus forte. Chaque acte de distanciation est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin que le monde approuve tes décisions. La véritable force consiste à reconnaître quand quelque chose t'épuise et à avoir le courage de partir sans regarder en arrière. Car ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Protéger ton énergie est le premier pas vers une vie en paix, une vie où tout ne mérite pas ta réaction ni ton attention. Et lorsque tu apprends à choisir le calme plutôt que la mauvaise compagnie, le silence plutôt que la dispute et la solitude plutôt que la confusion, tu te rends compte de quelque chose. Ce n'était pas le monde qui te fatiguait, c'était les connexions que tu ne savais pas lâcher. À partir de ce moment,
ton énergie redevient tienne. Et la paix que tu avais perdue commence à se reconstruire, non pas avec du bruit, mais avec le silence de celui qui a finalement compris que s'éloigner est aussi une forme d'amour, mais cette fois de l'amour pour toi-même. 2. Agis aujourd'hui, pas un jour. Le un jour est un voleur silencieux. Il te promet la tranquillité, te murmure que tu auras du temps, que demain sera différent, mais pendant que tu attends ce moment idéal, la vie s'échappe goutte à goutte. C'est le mirage le plus dangereux, car il te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité tu es immobile. Vivre en attendant le moment parfait pour agir, c'est comme regarder un feu s'éteindre tout en tenant l'eau dans tes mains, en croyant que le temps ne le consumera pas. Il n'y a pas de poids plus lourd que celui de tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait en attendant l'occasion correcte. Chaque jour reporté devient une dette envers toi-même. Tu dis que tu as besoin de motivation, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est la décision. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu sois prêt. Les stoïciens disaient que l'action est le remède à la peur, et ils avaient raison. Lorsque tu agis, même par petits pas, la peur se dissipe, les doutes s'éclaircissent, et l'énergie recommence à circuler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer, juste la volonté d'arrêter de reporter ta vie. Pense à combien de fois tu as répété « quand j'aurai le temps »,« quand je me sentirai prêt »,« quand les choses changeront ». Mais ce « quand » n'arrive pas parce qu'il est construit sur l'illusion du contrôle. Tu crois que tu as besoin que tout soit aligné pour avancer, alors qu'en réalité l'ordre arrive après avoir fait le premier pas. Le mouvement génère de la clarté, pas l'inverse. Chaque action, aussi minime soit-elle, te sort de l'inertie et te rapproche de la maîtrise de toi-même. La discipline ne se construit pas avec des intentions, mais avec des actes, et ces actes n'existent que dans le présent. Commence aujourd'hui, même si tu ne te sens pas prêt. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. Agir ne signifie pas avoir confiance, cela signifie avoir du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle. Lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, la peur perd de son pouvoir, le bruit mental s'éteint et la clarté apparaît. Parce qu'il n'y a pas de pensée plus libératrice que de remplir ton devoir, même si personne ne l'applaudit. Le saint jour vole plus de rêves que l'échec. Combien d'idées sont restées dans des cahiers? Combien de projets sont morts dans des conversations? Combien de fois as-tu dit que tu commencerais demain et des années ont déjà passé? L'action est la seule chose qui transforme la pensée en réalité. Peu importe si tu trébuches, ce qui compte, c'est que tu avances. La vie ne récompense pas les bonnes intentions, elle récompense la constance. Si tu échoues, tu apprends. Si tu doutes, tu ajustes. Mais si tu attends, tu stagnes. Commence par ce que tu as, avec ce que tu es, là où tu es. Tu n'as pas besoin de conditions idéales, juste de l'engagement. Chaque jour où tu te lèves et fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton caractère. Et ce caractère est celui qui te mènera à construire une vie avec un but. Les stoïciens parlaient de la valeur de l'action vertueuse, parce qu'ils comprenaient que la sagesse sans pratique n'est que théorie vide. Rappelle-toi ceci, demain n'est pas promis, et le temps que tu crois avoir n'est qu'une illusion agréable. Personne ne sait combien d'opportunités lui restent, et les gaspiller en attendant le confort est une forme d'auto-tromperie. Le moment d'agir est maintenant, même si le chemin n'est pas clair, même si le résultat n'est pas sûr, parce que pendant que les autres attendent encore le « un jour », tu seras en train de créer le tien. Et c'est le secret de ceux qui atteignent la paix intérieure. Ils n'attendent pas que tout change pour bouger, ils bougent pour que tout change. 3. Ne te justifie pas, sois clair. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils portaient un mégaphone invisible, essayant d'expliquer chaque pas, chaque choix, chaque silence. Ils le font par peur d'être mal interprétés, de décevoir ou de mal paraître aux yeux des autres. Mais dans ce besoin constant de te justifier se cache un piège. Tu cèdes ton pouvoir. Quand tu expliques trop, tu donnes aux autres l'autorité de juger ton chemin, comme si tu avais besoin de leur permission pour être qui tu es. Et rien ne vole plus la paix que de vivre en cherchant l'approbation dans chaque mot.
De justifier constamment est une manière élégante de t'excuser d'exister. Tu t'habitues à adoucir tes décisions pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise, à cacher ce que tu penses par peur de ne pas correspondre, à diminuer ton authenticité pour ne pas être pointé du doigt. Mais la clarté n'a pas besoin d'ornement. Être clair ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie parler fermement à partir de la vérité intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Le sage ne se défend pas, il agit simplement selon ses principes. Celui qui se connaît n'explique pas, il démontre. Chaque fois que tu essaies de te justifier, tu dis sans mots que tes décisions ont besoin de validation. Mais la maturité arrive quand tu comprends que tu n'as pas à convaincre personne. Tes raisons ne sont pas une monnaie d'échange. Tu ne dois pas d'explications à ceux qui ne participent pas à ton effort, ni d'excuses à ceux qui ne comprennent pas ton but. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, car celui qui cherche à te manipuler avec de la culpabilité ne supporte pas le silence. Il a besoin de ta justification pour continuer à drainer ton énergie. Être clair nécessite du courage. Il faut savoir dire non sans fioriture, oui sans peur et assez sans culpabilité. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et c'est bien. Tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est bien aussi. Tu ne peux pas contrôler l'interprétation des autres, seulement l'intention avec laquelle tu parles. Et quand tes mots viennent du calme, tu ne réagis plus, tu réponds. La différence est énorme. Réagir est agir à partir de l'émotion, répondre et le faire à partir de la conscience. Apprends à lâcher le besoin d'être compris. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin d'explications. Et celui qui veut discuter de ta vérité ne les acceptera pas même si tu les donnes. Sois clair avec toi-même d'abord. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour prouver quelque chose ou parce que tu y crois vraiment? La clarté intérieure se reflète toujours dans la façon dont tu t'exprimes. Quand ton but est ferme, tes mots coulent naturellement, sans effort. Vivre en te justifiant te maintient coincé dans l'insécurité. Mais quand tu choisis la clarté, tu te libères. La clarté ne cherche pas à convaincre, elle cherche à vivre en cohérence. Sénèque disait que celui qui suit son propre chemin n'a pas besoin de regarder en arrière pour vérifier si les autres l'approuvent. C'est ce que signifie avoir une direction. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir le courage de soutenir ta vérité, même quand elle n'est pas populaire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un remet en question tes limites, n'explique pas trop. Réaffirme-les simplement. Quand quelqu'un doute de tes décisions, ne te fatigue pas à défendre ta vision. Si ta conscience est tranquille, cela suffit. La vie est trop courte pour la passer à justifier chaque pas. Utilise cette énergie pour avancer, pas pour convaincre. Avec le temps, tu découvriras quelque chose de puissant. Plus tu es clair, moins tu as besoin de parler. Les actions cohérentes éliminent le besoin d'explication. Les gens respectent plus celui qui agit en silence que celui qui se justifie avec des mots. Parce que la vraie force ne se démontre pas en parlant. Elle se démontre en gardant son calme quand les autres attendent une réaction. 4. Arrête de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme regarder ton reflet dans un miroir brisé. Ce que tu vois n'est pas la vérité, c'est une distorsion créée par l'esprit. Chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. Tu commences à mesurer ta valeur avec des règles qui ne sont pas les tiennes, à te sentir insuffisant parce que tu n'as pas ce que l'autre a ou parce que tu n'es pas où l'autre est. Mais la comparaison ne naît pas de l'admiration, mais du vide. Et tant que ce vide n'est pas comblé par un but, il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus attirant, de plus réussi ou de plus heureux avec qui rivaliser, même si cette compétition n'existe que dans ton esprit. Le problème n'est pas de regarder les autres, c'est d'oublier qui tu es quand tu le fais. Nous vivons à une époque où tout le monde montre le meilleur de sa vie et cache ce qui fait mal. On te bombarde d'images de succès, de corps parfaits et de réalisations constantes, et si tu n'as pas un esprit fort, tu tombes dans le piège de croire que tu es en retard. Mais personne ne publie ses batailles internes. Personne ne montre les nuits de doute ou les peurs qu'il porte. La comparaison te rend aveugle à cette vérité.
Tu ne te rends pas compte que tu compares peut-être ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrêter de te comparer ne signifie pas te contenter. Cela signifie respecter ton processus. Chaque personne a un rythme différent et un chemin différent. Ce qui pour l'un est un triomphe, pour l'autre peut être à peine le début. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et rien ne dépend moins de toi que la vie des autres. Tant que tu continues à regarder vers l'extérieur, tu ne verras pas ce que tu peux construire à l'intérieur. L'esprit perd de sa force lorsqu'il se disperse dans la vie des autres. Commence à observer sans envie, sans désir, sans jugement. Si tu vois quelqu'un accomplir ce que tu désires, inspire-toi, ne te punis pas. Admire sans te comparer, apprends sans te sentir inférieur. Chaque réussite des autres peut te servir de guide, pas de blessure. Lorsque tu transformes la comparaison en inspiration, tu cesses de perdre de l'énergie et tu commences à gagner en concentration. Mais lorsque tu permets à la comparaison de se transformer en frustration, tu te voles la possibilité d'avancer. La comparaison peut aussi se déguiser en exigence. Tu veux être meilleur, mais tu le fais à partir du manque, pas de l'évolution. Cette pression constante pour surpasser tout le monde n'est pas de l'ambition, c'est la peur de ne pas être suffisant. Et la peur, lorsqu'elle dirige tes décisions, te mène à des endroits qui ne te représentent pas. Tu agis pour prouver, pas par conviction. Libère-toi de cette chaîne. Tu n'es pas venu pour être une copie améliorée de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour développer ta propre essence, pour polir tes vertus et accepter tes imperfections. La vraie croissance n'est pas d'être plus que les autres, c'est d'être plus que ta version précédente. Compétitionne seulement avec toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es plus sage, plus discipliné, plus serein qu'hier. C'est la seule comparaison qui a du sens. Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés, tu commences à regarder en avant. La clarté revient. Il n'y a plus d'anxiété à atteindre ce que l'autre a, parce que tu comprends que ton moment arrive quand tu es prêt, pas quand tu le désires. Et chaque pas, aussi petit soit-il, a de la valeur s'il te rapproche de ta vérité. Arrêter de te comparer est une révolution silencieuse. Elle te sort du bruit, te rend le contrôle et t'apprend que la paix intérieure n'est pas obtenue en accumulant des réalisations, mais en cessant de mesurer ta valeur avec des normes étrangères. Ce qui est pour toi arrivera et ce qui ne l'est pas n'avait simplement pas ton nom. À ce moment-là, tu comprendras que personne n'est ta compétition, que chaque âme a sa propre horloge et que tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu as besoin d'être pour apprendre ce qui te revient. 5. Transforme la douleur en action. La douleur est comme le feu, elle peut te consumer ou te forger. Dans sa forme la plus destructrice, elle te paralyse, t'enferme dans des pensées répétitives, te fait revivre ce qui est déjà passé. Mais quand tu apprends à la maîtriser, ce même feu devient force, élan, mouvement. Le problème n'est pas la douleur, mais ce que tu en fais. Beaucoup l'utilisent comme excuse pour abandonner, d'autres comme raison de se transformer. Et c'est là la différence entre celui qui reste coincé dans la blessure et celui qui la transforme en pouvoir. La souffrance ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois elle se déguise en fatigue, en frustration ou en ce silence qui pèse. Tu l'ignores, tu l'enterres, mais elle reste là, exigeant son prix petit à petit. Tu ne peux pas éliminer la douleur, mais tu peux décider qu'elle ne t'arrête pas. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as le contrôle sur ta réponse. Et répondre par l'action est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle. Transforme chaque coup en une leçon pratique. Si on t'a fait défaut, apprends à être plus sage, pas plus froid. Si on t'a rejeté, redirige cette énergie vers ta croissance. Si tu as perdu quelque chose, utilise ce vide pour créer quelque chose de nouveau. Rien de ce qui fait mal n'est perdu si tu l'utilises comme carburant. Quand tu transformes la douleur en action, tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens l'architecte de ta reconstruction. Il ne s'agit pas de prétendre que ça ne fait pas mal, mais de refuser de rester coincé à ce point. La douleur qui n'est pas utilisée stagne. Elle devient rancune, démotivation, apathie. Et tant que tu continues à te lamenter sur ce qui a été, tu t'éloignes de ce qui pourrait être.
Chaque jour où tu répètes l'histoire de la blessure, tu la revivifies. Mais le jour où tu décides d'agir, l'histoire change. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour le faire, juste déterminé. L'action n'élimine pas la douleur immédiatement, mais la canalise vers quelque chose qui en vaut la peine. Prends ce qui t'a fait mal et transforme-le en discipline. Laisse le souvenir te pousser, pas te retenir. Utilise ce malaise pour créer de l'ordre, un but, de la clarté. Beaucoup de grands changements naissent de la souffrance, pas du confort. C'est dans les moments où tout semble se briser que le caractère se construit. L'adversité ne te définit pas, elle te révèle. Et si tu choisis de bouger au milieu de tout cela, tu te renforces. Chaque fois que tu transformes la douleur en action, tu récupères du pouvoir. Tu envoies un message à la vie. Tu ne vas pas abandonner. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, parce que ce ne le sera pas. Mais à chaque pas que tu fais, la douleur perd de son autorité. Il arrive un moment où elle ne te domine plus, elle te rappelle simplement d'où tu viens. Et alors tu la remercies, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle t'a permis de réaliser. Transforme la douleur en action, car souffrir sans but est perdre deux fois. Une fois pour ce qui s'est passé et une autre pour ce que tu n'as pas fait avec ça. Fais en sorte que chaque cicatrice ait un sens, que chaque chute serve à t'élever plus haut. Ne fuis pas le feu, apprends à le diriger. Car celui qui apprend à transformer sa douleur ne craint plus le passé, ni le rejet, ni la perte. Il sait que tout peut faire mal, mais rien ne peut l'arrêter. Et cela, sans aucun doute, est la forme la plus pure de liberté. 6. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est comme un mur invisible qui protège l'esprit de l'usure. On ne le voit pas, mais quand on l'élève, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a de la place pour penser, pour respirer, pour rester calme. En revanche, discuter avec quelqu'un qui ne cherche pas à te comprendre, c'est comme jeter de l'eau sur un feu de vent. Tu ne fais qu'alimenter les flammes et te consumer. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, ils discutent pour gagner. Et quand tu entres dans ce jeu, tu perds de l'énergie, de la clarté et du temps que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose qui compte vraiment. Tout ne mérite pas une réponse. Chaque provocation n'a pas besoin d'être adressée. Il y a des batailles qui n'existent que pour te tirer au niveau de l'autre. Et à ce niveau, personne ne gagne. Les stoïciens enseignaient que maîtriser la langue, c'est maîtriser l'âme, car celui qui ne sait pas se taire quand il le faut, devient l'esclave de son ego. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est choisir de ne pas s'épuiser là où ta voix ne changera rien. Le problème, c'est que l'ego veut avoir le dernier mot. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il n'est pas faible, qu'il en sait plus. Mais l'ego est le premier ennemi de la paix intérieure. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu le nourris. Et plus tu le nourris, plus la sérénité s'éloigne. La personne forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui sait rester ferme sans perdre son calme. Choisis le silence non pas par lâcheté, mais par intelligence. Se taire n'est pas toujours se rendre, c'est souvent protéger ton énergie. Apprends à observer les disputes de l'extérieur, comme si elles ne t'appartenaient pas. Tu verras que la plupart d'entre elles ne cherchent pas des solutions, seulement de l'attention. Combien de fois as-tu terminé une dispute en te sentant vide, épuisé ou en colère pour quelque chose que tu ne te souviens même plus? Ce n'est pas une victoire, c'est de l'usure. Pratique l'art de répondre avec sérénité. Si quelqu'un te provoque, respire. Si quelqu'un t'offense, observe. Si quelqu'un te comprend mal, ne te défends pas avec colère. Ta paix vaut plus que toute tentative de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Et rappelle-toi que le silence ne s'applique pas seulement aux mots, mais aussi à l'esprit. Ne te dispute pas mentalement avec ce qui est déjà passé. Ne répète pas dans ta tête des conversations qui n'existent plus. Ce type de dispute interne vole aussi de l'énergie. Le silence enseigne aussi. Quand tu ne réponds pas à la provocation, l'autre est confronté à son propre bruit. Quand tu ne réagis pas, tu forces l'environnement à se montrer tel qu'il est. Le silence expose plus que 1000 arguments. En lui se révèlent la maturité, la force et la sagesse. Et peu à peu, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas de te faire entendre, mais de rester calme alors que tout autour de toi crie. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton esprit. C'est une pratique, une discipline. Cela ne signifie pas permettre des abus.
ou tolérer des injustices. Cela signifie choisir quand il vaut la peine de parler et quand il ne le faut pas. Cela signifie utiliser les mots comme des outils, pas comme des armes. Cela signifie comprendre que la paix intérieure se protège plus avec le contrôle qu'avec le bruit. Le silence ne s'apprend pas dans la tranquillité, il s'apprend au milieu du chaos. C'est là que tu découvres si tu as vraiment le contrôle sur toi. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger. Le silence te donne le temps que la colère te prend. Et dans cet espace, ton esprit peut voir clairement ce qu'il ne voyait auparavant qu'avec impulsion. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une dispute, souviens-toi de ceci. Le silence est ton bouclier. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison, tu conserves ton pouvoir. Et celui qui conserve son pouvoir conserve aussi sa paix. 7. Garde ton espace en ordre. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Le désordre n'est pas seulement visible, il se ressent. Entre dans une pièce pleine de choses hors de leur place, et tu remarqueras comment quelque chose en toi se perturbe, comme si ton esprit se désorganisait également. Le chaos extérieur finit par être une extension du chaos intérieur. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque tu traverses une période de confusion ou de stress, ton espace commence également à se désorganiser. Ce que tu vis à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, et ce que tu maintiens à l'extérieur influence directement ce que tu ressens à l'intérieur. Garder ton espace en ordre ne concerne pas seulement l'esthétique, il s'agit d'énergie. Chaque objet que tu conserves, chaque coin négligé, chaque chose que tu gardes au cas où porte un poids émotionnel. Tout ce que tu n'utilises pas occupe la place de ce qui pourrait réellement t'inspirer. Ce n'est pas seulement une accumulation physique, c'est une accumulation mentale. Plus ton environnement est encombré, plus ton esprit est bruyant. Ce n'est pas une habitude insignifiante, c'est une pratique spirituelle. Organiser ton espace, c'est dire à ton esprit, ici c'est moi qui commande. C'est prendre le contrôle de ce qui t'entoure, même si le reste du monde semble désordonné. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit à travers de petites actions quotidiennes. Et l'ordre est l'une de ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui soutiennent toute ta stabilité intérieure. Commence par observer ce qui t'entoure. Ton espace te calme-t-il ou te fatigue-t-il? T'inspire-t-il ou t'accable-t-il? Chaque coin négligé, chaque accumulation inutile représente quelque chose que tu as remis à plus tard, quelque chose que tu évites, quelque chose que tu as besoin de lâcher. Quand tu nettoies, tu ne fais pas que dépoussiérer, tu libères de l'énergie stagnante. Et dans ce processus, tu nettoies aussi des pensées, des émotions et des charges invisibles que tu avais normalisées. L'ordre physique peut être le premier pas vers la paix mentale. Fais-le simplement, mais fais-le avec intention. Tu n'as pas besoin d'un espace parfait, juste d'un espace qui respire avec toi. Commence par ton bureau, ta chambre, ton téléphone, tes conversations. Ranger signifie aussi filtrer ce que tu consommes, les personnes avec qui tu parles, le contenu que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que le désordre ne vit pas seulement dans les objets, mais aussi dans les liens et les pensées que tu répètes sans sens. Chaque fois que tu ranges quelque chose, tu récupères du pouvoir. L'ordre extérieur te rappelle que tu es capable de créer une structure au milieu du chaos. Peu importe si tout le reste semble incertain, si ton espace est clair, ton esprit a un point d'équilibre. Et cet équilibre te donne une direction. Quand la vie devient accablante, l'ordre est une forme de résistance. C'est dire au désordre, je ne vais pas te laisser me consumer. Tu apprendras aussi quelque chose de plus profond. En mettant chaque chose à sa place, tu te rends compte que la même chose doit être faite avec les émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de leur donner un espace approprié. Savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut guérir. Tout comme tu nettoies une pièce, tu peux nettoyer ton intérieur. L'ordre n'est pas rigidité, c'est harmonie. Fais de l'ordre une pratique quotidienne, pas une réaction occasionnelle. Consacre du temps à garder ton environnement aligné avec la vie que tu veux construire. Parce que si tu vis entouré de désordre, tôt ou tard ton esprit commencera à penser de la même manière, de manière dispersée, sans direction,
sans calme. Mais si ton environnement respire la paix, ton intérieur le fera aussi. Garde ton espace en ordre, non par obsession, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin d'un palais, juste d'un endroit où ton esprit peut se reposer sans distraction. Quand tout sera à sa place, tu te rendras compte que ce qui semblait chaotique à l'extérieur n'était que le reflet de ce que tu avais besoin d'organiser à l'intérieur. Et ce moment de clarté sera le début d'une paix plus profonde. 8. Dis non avec calme et fermeté. Dire non est un art que peu de gens maîtrisent. C'est comme fermer une porte en pleine tempête. Cela semble être un petit acte, mais il peut vous sauver du chaos qui tente de pénétrer. Cependant, la plupart des gens ont peur de le faire. On nous a appris que dire non, c'est être égoïste, grossier ou inconsidéré. Ainsi, nous avons appris à accepter des engagements que nous ne voulons pas, des conversations qui nous épuisent et des relations qui ne nous apportent plus rien. Mais chaque fois que vous dites oui en voulant dire non, vous trahissez votre paix intérieure. Vous vous divisez, vous vous épuisez, vous vous perdez un peu plus. Le non n'est pas une barrière, c'est un filtre. C'est ce qui protège votre temps, votre énergie et votre esprit de l'inutile. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être conscient. Les stoïciens comprenaient que la vertu consiste aussi à savoir poser des limites. Car sans limite, il n'y a pas d'ordre, et sans ordre, il n'y a pas de sérénité. Dire non avec calme et fermeté n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est comprendre que vous ne pouvez pas être partout, plaire à tout le monde, ni répondre à toutes les attentes sans vous vider en essayant. Les gens qui ont peur de perdre les autres en disant non finissent par se perdre eux-mêmes. Parfois, la culpabilité est ce qui nous retient le plus. Vous pensez que vous décevrez quelqu'un, que vous semblerez insensible ou que vous perdrez des opportunités. Mais la véritable perte se produit lorsque vous dites oui par peur. Personne ne peut vivre en paix s'il vit en cherchant à plaire. Dire non ne vous rend pas cruel, cela vous rend honnête. Et l'honnêteté est une forme de paix. Apprenez à le dire sans vous justifier. N'expliquez pas trop, ne décorez pas la réponse, ne vous excusez pas de vous prioriser. Le non est une phrase complète. Si vous devez justifier chaque limite, vous cherchez encore l'approbation. Pratiquez le silence après le non, c'est là que se forme la véritable force. Celui qui est offensé par vos limites, profitez probablement de votre manque de limites. Et celui qui vous apprécie vraiment comprendra votre décision sans avoir besoin d'arguments. Chaque non que vous prononcez avec sérénité vous rapproche de votre liberté. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une déclaration d'indépendance. C'est dire, je connais mes limites et je les respecte. C'est le début d'un esprit mature qui choisit la qualité sur la quantité, la clarté sur la confusion. Vous ne pouvez pas construire une vie pleine si vous continuez à accepter tout par peur de perdre quelque chose. Lorsque vous apprenez à dire non, vous réalisez que ce que vous perdez en le faisant n'était jamais essentiel. Commencez par le quotidien. Dites non aux conversations vides, aux engagements par obligation, aux distractions qui volent votre attention. Dites non à ce qui interrompt votre repos, à ce qui ne vous inspire pas, à ce qui éteint votre esprit. Chaque refus conscient ouvre de l'espace pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de s'ouvrir uniquement à ce qui vous renforce. Dire non avec calme est un acte de maîtrise émotionnelle. Il n'y a ni colère ni orgueil dans ce geste, il y a de la clarté. C'est l'équilibre entre la fermeté et la sérénité, entre le respect et le détachement. C'est savoir que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Alors, la prochaine fois que vous ressentez la pression de plaire, souvenez-vous de ceci. Chaque oui que vous donnez par obligation vous éloigne d'un pas de votre paix. N'ayez pas peur de perdre ceux qui s'éloignent à cause de vos limites, car ce qui se perd avec respect laisse de la place pour ce qui arrive avec vérité. Le non est une forme d'amour de soi, la plus silencieuse, la plus puissante. Le respect n'est pas comment les autres te traitent, c'est comment tu décides de répondre quand on te manque de respect. C'est là que se voit ton véritable pouvoir. N'importe qui peut rester calme quand tout va bien, mais seul celui qui maîtrise son esprit peut le faire quand quelqu'un le provoque. Parce que le respect ne se gagne pas avec des cris, ni avec l'autorité, mais avec l'autocontrôle,
avec la tempérance et avec la capacité de maintenir ton centre quand tout essaie de t'en sortir. Nous vivons entourés d'égos fragiles qui confondent le respect avec la peur et l'éducation avec la faiblesse. Mais le stoïcisme enseigne que la dignité ne se négocie pas, que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour démontrer de la valeur, ni de détruire l'autre pour te sentir fort. Le respect commence quand tu apprends à répondre avec vertu, pas avec impulsion. Quand tu choisis le calme au lieu du chaos. Quand tu comprends que ta réaction définit plus qui tu es que l'offense elle-même. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et c'est vrai. Parce que quand tu réagis depuis la colère, tu deviens la même chose qui t'a blessé. Mais quand tu choisis la sérénité, tu désarmes toute tentative de provocation. La tempérance n'est pas la faiblesse, c'est la force contenue. C'est regarder en face le manque de respect et ne pas perdre ton équilibre interne. Cette vidéo ne traite pas de comment exiger le respect, mais de comment le rayonner. De comment transformer la provocation en enseignement, l'offense en croissance et le silence en pouvoir. Parce que te respecter toi-même est le premier pas pour que le monde apprenne à le faire. Et quand tu réussis à maîtriser ce calme, tu ne dépends plus de la validation de personne, parce que ta paix intérieure devient ton bouclier le plus puissant. 1. Réponds avec vertu, pas avec impulsion. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore, comme le feu qui révèle de quoi est fait le métal. Certains fondent au premier contact avec la provocation. D'autres se durcissent et se forgent dans la chaleur du moment. C'est la différence entre réagir et répondre. Entre laisser tes émotions te contrôler ou les transformer en ton outil de force. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est la boussole qui guide chaque décision, même dans les moments où le respect semble disparaître complètement. Répondre avec vertu ne signifie pas se taire face à l'injustice. Cela signifie agir avec sagesse. Ne pas laisser la colère, l'orgueil ou le besoin d'avoir raison prendre le dessus sur toi. Celui qui maîtrise son impulsion maîtrise son destin, car chaque réaction est une déclaration silencieuse de qui tu es vraiment. Lorsque quelqu'un te provoque, il ne teste pas ta force physique ni ton intelligence, il teste ton contrôle interne. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'ils confondent la réaction rapide avec le pouvoir, alors qu'en réalité le calme est la forme d'autorité la plus élevée. Les stoïciens enseignaient que l'impulsion est un feu éphémère, tandis que la vertu est une flamme qui ne s'éteint pas. Marc Aurèle le savait lorsqu'il a écrit que la meilleure défense contre l'offense est de ne pas la laisser pénétrer dans ton âme. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, tu as deux chemins. Te rabaisser au niveau de celui qui t'offense ou t'élever au-dessus de lui sans perdre ton sang-froid. La première option alimente le chaos. La seconde construit un respect authentique. La vertu ne cherche pas la vengeance, elle cherche la cohérence. Parce que celui qui agit à partir de l'équilibre n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il reflète simplement la grandeur. Répondre avec vertu implique d'apprendre à faire une pause avant de parler, à respirer avant de réagir, à réfléchir avant de rendre le coup. C'est regarder la situation de haut, comme si tu observais une scène étrangère à toi. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Lorsque tu comprends cela, tu comprends que le manque de respect n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Personne ne peut te retirer la paix si tu ne la cèdes pas. Et cette maîtrise émotionnelle est ce qui distingue le sage du commun. En pratique, cela signifie ne pas répondre immédiatement aux messages qui cherchent à te provoquer, ne pas tomber dans des discussions sans sens, ne pas perdre ton calme pour des paroles vides. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à gagner chaque bataille, car la vraie victoire est de garder ta sérénité intacte. C'est observer celui qui te manque de respect et penser « Je ne peux pas contrôler son comportement, mais je peux contrôler le mien ». Cette simple phrase peut te sauver de nombreux conflits. La vertu est une force silencieuse. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne répond pas à l'ego. Agir avec vertu, c'est avoir la capacité de regarder la provocation dans les yeux et de décider qu'elle ne mérite pas ton énergie. Parce que le respect se démontre avec équilibre, pas avec réaction.
La personne qui maîtrise ses impulsions inspire non seulement le respect, mais impose également sa présence. Non pas par la peur, mais par le calme. C'est ainsi que tu commences à transformer chaque moment de manque de respect en une opportunité de pratiquer ta grandeur. Parce que répondre avec vertu ne te rend pas faible, cela te rend invincible. Et lorsque tu y parviens, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu deviens ce rocher solide au milieu du feu, celui qui ne fond pas mais qui brille avec plus de force à chaque fois qu'on essaie de le briser. C'est le respect dans sa forme la plus pure, la vertu mise en action. 2. Poser des limites à partir de l'amour-propre. Il y a des gens qui ont l'habitude de laisser la porte ouverte, en espérant que les autres sachent jusqu'où ils peuvent entrer. Mais le respect ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'établis pas tes propres limites, quelqu'un d'autre décidera pour toi où elles se terminent. Les limites sont comme des murs invisibles qui protègent ta paix intérieure, non pas comme des barrières qui isolent, mais comme des rappels de ce que tu n'es plus disposé à permettre. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre, parce que prendre soin de toi est aussi une façon de te respecter. Le problème, c'est que beaucoup ont du mal à dire non par peur de décevoir, de perdre de l'affection ou de paraître dur. Mais les stoïciens savaient que celui qui vit pour plaire finit par être asservi par l'opinion des autres. Sénèque l'a exprimé clairement, celui qui dépend de la faveur des autres ne sera jamais libre. Tes limites sont une déclaration silencieuse de liberté, une façon de dire « je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de me rabaisser pour conserver ton approbation ». Et cela, bien que cela puisse déranger les autres, te place sur le chemin de l'authenticité. Poser des limites à partir de l'amour-propre signifie le faire sans haine ni rancœur. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clarté. Ce n'est pas fermer des portes, c'est enseigner comment elles doivent être touchées. Parfois, ce sera aussi simple que de ne pas répondre immédiatement à celui qui ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ou de t'éloigner de celui qui franchit constamment tes limites émotionnelles. D'autres fois, ce sera aussi ferme que de t'éloigner complètement des environnements où ton énergie s'épuise. L'important est que tu comprennes que chaque fois que tu choisis de te taire face à ce qui te blesse, tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de continuer à te blesser. Marc Aurèle enseignait que l'esprit doit être une forteresse. Mais aucune forteresse ne reste debout si elle laisse entrer l'ennemi chaque fois qu'il frappe à la porte. Tes limites sont ces murs qui soutiennent ton intégrité, non pas pour enfermer ton cœur, mais pour empêcher quiconque de le piétiner. Lorsque quelqu'un t'accuse d'être froid pour te protéger, rappelle-toi que le véritable respect ne vient pas de la complaisance, mais de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu permets. Et oui, poser des limites peut faire mal. Il y aura des gens qui s'éloigneront, d'autres qui te traiteront d'arrogant ou de distant. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. La plupart des gens ont peur de ceux qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et c'est pourquoi ils confondent la fermeté avec l'orgueil. Le respect naît lorsque quelqu'un comprend qu'il ne peut plus jouer avec ton temps, ton énergie, ni ta paix. Cette fermeté ne détruit pas les liens, elle les purifie. Parce que celui qui t'apprécie vraiment comprendra tes limites et les respectera sans condition. D'un point de vue pratique, poser des limites signifie ne pas justifier constamment ce que tu es, ne pas t'expliquer encore et encore à celui qui ne veut pas te comprendre, ne pas rester là où ta présence est prise pour acquise. Cela signifie prendre soin de tes émotions comme d'un trésor, ne pas les donner à celui qui ne sait pas les gérer. Chaque fois que tu te choisis, tu te renforces. Chaque fois que tu dis « jusqu'ici », tu réaffirmes que tu te valorises. L'amour-propre ne crie pas, n'exige pas, ne supplie pas. Il agit simplement avec fermeté et sérénité. Poser des limites à partir de l'amour-propre, c'est dire au monde « je peux t'aimer, je peux t'aider, mais je ne vais pas me perdre moi-même dans la tentative ». Et lorsque tu réussis à le faire, tu découvres quelque chose de puissant. Celui qui se respecte profondément n'a pas besoin d'imposer le respect, parce que sa seule présence le transmet. C'est le pouvoir des limites, non pas pour séparer, mais pour te maintenir entier dans un monde qui essaie de te fragmenter. 3. Pratique l'indifférence sage. Il y a des moments où la meilleure réponse est aucune. C'est comme voir une pierre tomber dans l'eau.
L'impact fait du bruit, soulève des vagues, mais si tu attends un peu, la surface redevient calme. Ainsi doit être ton esprit face à la provocation. L'indifférence sage n'est ni froideur ni apathie, c'est la maîtrise. C'est avoir la capacité de voir l'offense, de l'analyser et de décider qu'elle ne mérite pas ton énergie. C'est l'art de conserver ton centre quand tout t'invite à le perdre. Nous vivons à une époque où tout cherche une réaction immédiate. Les réseaux, les discussions, les provocations déguisées en blagues, le besoin constant d'opiner. Mais les stoïciens enseignaient que la sagesse n'est pas de répondre à tout, mais de choisir quand cela vaut la peine de le faire. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais comment tu l'interprètes ». Et dans cette phrase se cache la clé de la liberté émotionnelle. Si chaque mot étranger réussit à te bouger, tu ne vis pas, tu es manipulé. L'indifférence sage ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir tout, mais décider ce qui mérite de rester à l'intérieur. C'est regarder celui qui te critique et penser « c'est son opinion, pas ma vérité ». C'est écouter le bruit du monde sans le laisser entrer dans ton esprit. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'attention. Parfois, le plus sage est de se retirer en silence. Non pas parce que tu ne peux pas te défendre, mais parce que tu n'as pas besoin de le faire. Quand tu comprends cela, tu te rends compte que le respect se démontre aussi parce que tu choisis d'ignorer. Sénèque disait que l'homme fort n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui peut supporter sans se briser. Et supporter n'est pas endurer avec résignation, c'est résister avec élégance. L'indifférence sage est cette élégance qui irrite celui qui cherche à t'entraîner dans le conflit. Parce que rien ne désarme plus un provocateur que le silence de quelqu'un qui ne se perturbe pas. C'est regarder celui qui essaie de t'offenser et continuer à être toi, sans que son ombre touche ta lumière. Cette sérénité, qui semble si simple, nécessite un esprit entraîné, un esprit qui a appris que la réaction ne fait que nourrir l'ennemi. Dans la vie quotidienne, pratiquer l'indifférence sage peut s'appliquer dans le plus commun. Ignorer une critique destructrice, ne pas entrer dans des discussions vides, ne pas donner d'explication à celui qui a déjà un jugement formé. Cela signifie aussi ne pas gaspiller d'énergie à vouloir convaincre celui qui ne veut pas te comprendre. Les gens projettent leur chaos et si tu n'es pas attentif, tu finiras par porter ce qui ne t'appartient pas. Apprends à observer sans absorber. Laisse chaque mot blessant passer à travers toi, comme le vent qui effleure la montagne, mais ne la renverse jamais. Ne confonds pas cette attitude avec le désintérêt. Le désintérêt déconnecte, l'indifférence sage te protège. C'est un mur invisible fait de calme et de maturité. Il te garde libre de la manipulation émotionnelle parce que tu ne réagis plus par impulsion, mais par conscience. Quand tu ne réponds pas à l'attaque, ce n'est pas parce que tu ne peux pas le faire, mais parce que tu choisis la paix sur le chaos. Pratiquer l'indifférence sage te transforme en observateur, pas en victime. Elle te permet de garder l'esprit clair, pendant que les autres s'enfoncent dans leur propre tempête. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler l'opinion de personne, mais que tu peux décider quelle valeur lui donner. Le respect qui naît de ce calme est le plus puissant de tous, parce qu'il vient de celui qui maîtrise son intérieur. Et quand tu arrives à ce point, rien ni personne ne peut perturber ton équilibre. Tu as appris à transformer le bruit en silence et la provocation en leçon. C'est le niveau de respect le plus élevé, celui qui naît de l'indifférence consciente, non de l'orgueil, mais de la sagesse. 4. Transforme les offenses en leçons. Il y a des coups qui ne viennent pas avec des points, mais avec des mots. Ce sont ces phrases qui traversent l'ego, qui blessent la fierté et qui laissent un silence lourd derrière elles. Mais la différence entre celui qui sombre et celui qui grandit réside dans ce qu'il décide de faire avec cette douleur. Certains gardent l'offense comme un poison, d'autres la transforment en enseignement. C'est la base de la sagesse stoïcienne. Transformer le coup en guide, la blessure en compréhension et la critique en miroir. Dans la vie, personne n'est à l'abri d'être offensé. Il y aura ceux qui parleront mal de toi, qui te humilieront ou te sous-estimeront, et tu ne pourras pas l'éviter. Mais tu peux décider si cette offense te définit ou te raffine.
Les stoïciens enseignaient qu'il n'y a pas d'ennemi plus puissant que l'interprétation erronée. Marc Aurèle a écrit que le dommage n'existe que si tu décides de le considérer comme tel. Si quelqu'un t'insulte, l'insulte n'a pas de force jusqu'à ce que tu l'acceptes. Et cette idée change tout, parce qu'elle te remet en contrôle. Transformer les offenses en leçons ne signifie pas justifier ce que font les autres. Cela signifie l'utiliser comme matériau pour grandir. Chaque mot dur peut t'enseigner quelque chose sur tes propres limites, ton ego ou tes insécurités. Lorsqu'on t'attaque, la première chose qui s'active est la fierté, cette voix intérieure qui crie que tu dois répondre. Mais si tu parviens à faire une pause et à observer, tu découvriras que l'insulte en dit plus sur l'autre que sur toi. Et c'est dans cette pause que naît l'apprentissage. Épictète avait l'habitude de dire que les hommes ne devraient pas se soucier de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et cela inclut l'opinion des autres. Si quelqu'un te méprise, il montre son niveau de conscience, pas le tien. Apprendre à voir les offenses de ce point de vue te libère, parce que tu arrêtes de réagir et commences à réfléchir. Tu te demandes ce qui t'a exactement blessé et pourquoi. Parfois, la douleur que tu ressens ne vient pas de l'offense elle-même, mais de la blessure que tu portais déjà en toi. Et alors, tu comprends que l'autre n'a fait que toucher ce que tu n'avais pas encore guéri. Utiliser l'offense comme enseignant nécessite du courage, car cela implique de te regarder avec honnêteté. Cela signifie ne pas fuir le malaise, mais l'affronter avec sérénité. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer la douleur. Il t'apprend à lui donner un but. Chaque fois que tu es insulté et que tu choisis de ne pas rendre le coup, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu décides d'analyser plutôt que de réagir, tu construis ta maîtrise de soi. C'est la vraie victoire, non pas celle qui humilie l'autre, mais celle qui élève ton caractère. En pratique, cela se traduit par observer sans rien prendre personnellement. Si quelqu'un te critique, écoute s'il y a quelque chose d'utile derrière ces mots. S'il y en a, corrige-le. Sinon, lâche-le. Ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. Tout comme tu ne boirais pas d'eau empoisonnée, tu ne devrais pas laisser les jugements des autres contaminer ta paix intérieure. L'offense n'a de pouvoir que si tu la laisses entrer. Transformer les offenses en leçons implique aussi d'apprendre à remercier même ceux qui t'ont blessé. Non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils t'ont montré. Parce que chaque fois que quelqu'un t'a manqué de respect, il t'a donné une occasion de renforcer tes limites, ta patience et ton tempérament. Tu apprends que le respect n'est pas l'absence de conflit, mais la manière dont tu affrontes le conflit sans te perdre toi-même. Lorsque tu y parviens, tu ne crains plus la critique et le mépris ne t'affecte plus. Tu commences à voir la vie comme un entraînement constant de l'esprit et de l'âme. Et alors, au lieu de réagir avec colère, tu souris avec calme, parce que tu sais que même l'offense la plus dure peut se transformer en une leçon qui te rend plus fort. C'est la grandeur du respect intérieur, transformer le poison en sagesse. 5. Sois un exemple de cohérence. La parole sans action est comme un reflet dans l'eau. Elle est nette pour un instant, mais disparaît au premier mouvement. Il en va de même pour les personnes qui parlent de respect sans le pratiquer. Le respect ne se prêche pas, il se démontre, et la façon la plus puissante de le faire est d'être cohérent entre ce que tu dis, penses et fais. La cohérence est le fondement de la crédibilité, la base sur laquelle se construit le respect authentique. Lorsque ta conduite reflète tes principes, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, ta présence le fait pour toi. Dans un monde plein de contradictions, être cohérent est un acte de courage. C'est refuser de faire partie du bruit, de dire une chose en public et d'en faire une autre en silence. C'est agir avec intégrité, même quand personne ne te regarde. Les stoïciens croyaient que la vertu était l'expression la plus élevée du caractère, et la cohérence est sa manifestation visible. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vraie grandeur ne réside pas dans les mots, mais dans la constance de l'âme. Chaque décision que tu prends, chaque réaction que tu choisis est une opportunité pour refléter tes valeurs. Être un exemple de cohérence ne signifie pas être parfait, cela signifie être authentique. C'est admettre quand tu as tort et corriger le cap sans excuse. C'est traiter les autres avec la même dignité que tu exiges d'être traité. Lorsque tes actions sont alignées avec tes principes,
Tu inspires le respect sans le demander. Les gens ne font pas confiance à ceux qui changent de visage en fonction de la situation, mais à ceux qui restent fermes, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. La cohérence est aussi un miroir inconfortable, car elle t'oblige à te regarder sans filtre. Elle te montre les fois où tu as dit « je m'en fiche », mais en réalité tu as été blessé, ou les fois où tu as parlé de paix tout en nourrissant des ressentiments. Être cohérent implique de vivre avec un esprit ordonné, où tes paroles ne contredisent pas tes actes. Sénèque avertissait que personne ne peut se respecter lui-même tout en vivant en conflit avec sa conscience. C'est pourquoi la cohérence ne génère pas seulement du respect externe, elle nourrit aussi ta paix intérieure. En pratique, la cohérence se montre dans les détails. C'est tenir une promesse même si personne ne s'en souvient. C'est parler avec respect même de celui qui n'est pas présent. C'est garder son calme quand il serait plus facile d'exploser. Ce sont ces petits actes qui définissent ton caractère. Tu n'as pas besoin d'un discours pour inspirer le respect. Il suffit de tenir ta parole. Dans un monde où beaucoup cherchent la reconnaissance, la cohérence est une forme silencieuse de grandeur. Lorsque quelqu'un te voit réagir avec sérénité face à la provocation, ou maintenir ton éthique au milieu de la corruption, il apprend plus de toi que de n'importe quel conseil. C'est le pouvoir de l'exemple. Enseigner sans parler. Les stoïciens savaient que le véritable changement ne se produit pas par l'imposition, mais par l'inspiration. Et l'inspiration ne vient que lorsque ton comportement soutient tes principes. La cohérence met également à l'épreuve ta force émotionnelle, car elle t'oblige à rester fidèle à ce qui est juste même quand c'est difficile. Parfois, cela signifiera marcher seul, perdre des opportunités ou être incompris. Mais cette solitude vaut plus que la compagnie de ceux qui exigent que tu trahisses tes valeurs pour t'intégrer. Être cohérent n'est pas facile, mais c'est ce qui te maintient entier. Lorsque tu vis en cohérence, le respect arrive sans effort. Ta parole a du poids, ton silence a du sens, et tes actions parlent pour toi. Tu n'as plus besoin d'exiger de la considération, car ta conduite établit la norme. Et alors tu comprends que la cohérence n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. Un rappel constant que le respect, comme la vertu, ne s'achète pas. 6. Choisis la tempérance comme ton bouclier. L'acier le plus résistant ne se forme pas dans le calme, mais dans le feu. Il en va de même pour le caractère. La vie t'expose à la chaleur de la provocation, au tranchant du conflit et au poids de l'injustice pour voir si tu réponds avec colère ou avec contrôle. La tempérance est ce bouclier invisible qui te protège de l'impulsion, l'outil qui transforme la réaction en sagesse. Ce n'est pas une retenue forcée, c'est un pouvoir conscient. C'est la décision de rester ferme quand tout en toi veut exploser. Dans une société où tout le monde réagit avant de penser, la tempérance est devenue un acte révolutionnaire. On nous a appris que la force se mesure en volume, que celui qui élève la voix impose le respect, mais le stoïcisme enseigne le contraire. La véritable force réside dans celui qui maîtrise son esprit lorsque l'environnement brûle. Sénèque disait qu'aucun homme n'est libre s'il est esclave de ses passions. C'est pourquoi la tempérance n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. C'est avoir le contrôle sur la seule chose qui t'appartient vraiment, ton attitude. Choisir la tempérance ne signifie pas rester silencieux face à l'injustice, cela signifie répondre avec équilibre. C'est parler clairement sans perdre le ton, c'est poser des limites sans avoir besoin d'humilier, c'est se défendre sans détruire. Le respect se construit sur cette base, car personne ne peut valoriser celui qui ne se respecte pas lui-même. Et se respecter implique de ne pas laisser l'émotion t'entraîner à agir contre ta raison. Quand tu réagis avec colère, tu cèdes le contrôle de ton esprit. Quand tu agis avec tempérance, tu le récupères. Marc Aurèle comparait l'esprit à un rocher imperturbable au milieu de la mer. Les vagues frappent, rugissent, mais le rocher ne bouge pas. Cette image résume l'essence de la tempérance. Être ce rocher non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas être dominé par ce que tu ressens. Chaque fois que tu fais face à une provocation et que tu réponds avec calme, tu renforces ton caractère. En pratique, la tempérance se cultive avec de petites décisions.
Quand quelqu'un t'interrompt avec arrogance et que tu choisis de ne pas égaler son ton. Quand tu reçois une critique et que tu réponds avec des faits plutôt qu'avec des excuses. Quand la colère monte, mais que tu choisis de respirer avant de parler. C'est dans ces secondes que se mesure la véritable force. Il n'y a pas de plus grande victoire que de sortir d'une situation difficile sans perdre sa contenance. La tempérance est ce type de pouvoir qui ne cherche pas à s'imposer, mais à rester intègre. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne doivent pas être réprimées, mais gouvernées. La différence est de ne pas les laisser prendre le contrôle. Ressentir de la colère ne te rend pas faible. Agir à partir d'elle, oui. La tempérance n'élimine pas le feu intérieur, elle le canalise. Elle le transforme en énergie pour construire plutôt que pour détruire. Cette capacité à rester en contrôle inspire non seulement le respect, mais aussi la confiance, car elle démontre que tes décisions ne dépendent pas du chaos externe, mais de ton ordre interne. Être tempéré, c'est en essence choisir la paix plutôt que l'orgueil. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues et que parfois le silence est plus percutant que 1000 mots. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu priorises ce qui compte vraiment, ton équilibre. Lorsque tu choisis la tempérance comme ton bouclier, tu cesses d'être réactif et tu deviens maître de toi-même. Le monde mettra toujours à l'épreuve ta patience, ton caractère et ton contrôle. Mais tandis que les autres s'épuisent à lutter pour avoir le dernier mot, tu avances en silence, protégé par la sérénité. C'est le pouvoir de la tempérance. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour être respecté. Il suffit de garder ton calme quand tout le monde le perd. 7. Parle avec intention, pas avec émotion. Chaque mot qui sort de ta bouche est une flèche. Tu peux la lancer calmement et avec direction, ou la tirer sans réfléchir et blesser même ceux que tu voulais protéger. C'est ainsi que fonctionnent les mots. Une fois qu'ils sont sortis, ils ne reviennent pas. La différence entre celui qui maîtrise sa langue et celui qui l'utilise comme une arme réside dans la conscience derrière ce qu'il dit. Parler avec émotion peut libérer momentanément ta frustration, mais parler avec intention laisse une trace de respect, même en cas de désaccord. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu comprennent le véritable pouvoir de ce qu'ils disent. On nous a appris à répondre rapidement, à avoir le dernier mot, à ne pas rester silencieux face à la provocation. Mais les stoïciens savaient que le mot le plus puissant est celui qui naît de la maîtrise, pas de l'impulsion. Sénèque a écrit que rien ne révèle plus un homme que sa façon de parler. Si ta voix sort chargée de colère, elle reflètera ton chaos. Si elle sort de la clarté, elle montrera ta force. Parler avec intention, c'est réfléchir avant de parler, comprendre pourquoi et pourquoi tu dis quelque chose. C'est utiliser tes mots non pas pour attaquer, mais pour construire. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de choisir le moment et le ton approprié pour communiquer. L'émotion te pousse à réagir, l'intention te guide à agir avec un but. Et celui qui maîtrise sa communication, maîtrise la perception que les autres ont de son caractère. Marc Aurèle conseillait qu'avant de parler, on devrait se demander si ce que l'on va dire est nécessaire, vrai et utile. 3 filtres simples qui pourraient éviter la plupart des conflits. Les pratiquer ne signifie pas se censurer, mais s'assurer que ta voix apporte de la clarté plutôt que de la confusion. Parler avec intention est un signe de respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Parce que chaque mot mal utilisé te retire de l'autorité, tandis que chaque mot conscient te la rend. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas répondre dans la colère, ne pas utiliser des mots que tu regretteras plus tard, ne pas promettre ce que tu ne tiendras pas. Cela signifie écouter avant de répondre, même quand tu ressens le besoin de te défendre. Parce que parfois, ce dont l'autre a besoin n'est pas ton argument, mais ton calme. Parler avec intention, c'est savoir quand une conversation cherche une solution et quand elle cherche seulement un conflit. Et dans le second cas, avoir la sagesse de ne pas alimenter le feu. Les stoïciens voyaient la parole comme une extension de l'âme. Si tes pensées sont désordonnées, tes mots le seront aussi. C'est pourquoi cultiver un esprit clair est la première étape pour avoir une communication sage. La sérénité intérieure se traduit par une précision verbale.
Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni d'imposer pour avoir raison. Quand tu parles avec un but, tes mots ont du poids parce qu'ils viennent du calme, pas du chaos. Être intentionnel en parlant signifie aussi utiliser tes mots comme des outils de croissance. Les éloges sincères, les critiques constructives, les excuses honnêtes ou le silence opportun sont des expressions de maturité. Parler avec intention, c'est apprendre à utiliser la voix non pas pour dominer, mais pour inspirer. Parce que celui qui s'exprime avec clarté et respect n'a pas besoin de se défendre constamment, son comportement le soutient. Parler avec émotion peut te faire perdre des amis, des opportunités ou du respect. Parler avec intention te fait gagner de l'influence, de l'équilibre et de la crédibilité. Dans un monde qui récompense l'impulsivité, la personne qui sait parler calmement se distingue. 8. Honore ton processus. Il y a ceux qui veulent récolter des fruits avant de semer et qui se frustrent lorsque la vie ne leur donne pas ce qu'ils n'ont pas encore travaillé. Mais le respect, comme tout ce qui est précieux, se cultive avec le temps, la constance et la patience. Honorer ton processus signifie accepter que grandir n'est pas immédiat, que devenir une personne solide et respectée est le résultat de nombreuses petites batailles internes que personne ne voit. La maturité se démontre lorsque tu comprends que tout ne doit pas arriver maintenant, qu'il y a une différence entre avancer rapidement et avancer avec un but. Dans un monde qui glorifie l'immédiateté, où tout le monde veut des résultats sans effort, être patient avec ton propre chemin est devenu une forme de rébellion. Marc Aurèle disait que rien de grand ne se crée soudainement, et il avait raison. La force, la sérénité et la dignité se forment jour après jour, dans les moments où tu choisis de rester calme, d'apprendre de l'erreur et de continuer sans abandonner. Honorer ton processus, c'est comprendre que le respect de soi se construit chaque fois que tu choisis de ne pas renoncer à ton amélioration personnelle. Honorer ton processus implique aussi de cesser de te comparer. Personne n'a ton histoire, tes blessures, ni ton rythme. Mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres accomplissent ne génère que frustration et anxiété. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a son propre champ de bataille intérieur. Et la vraie victoire n'est pas de surpasser les autres, mais de te surpasser toi-même. Chaque pas que tu fais, même ceux qui semblent petits, te rapproche de la version la plus solide de toi. Et cela mérite du respect. Le respect que tu cherches à l'extérieur doit commencer par la façon dont tu te parles et comment tu te traites. Si tu te juges constamment pour ne pas être suffisant, tu trahis ton processus. La discipline sans compassion devient une punition. L'amour de soi ne consiste pas à te flatter, mais à te soutenir, même lorsque tu échoues. Sénèque enseignait que la vie n'exige pas la perfection, mais le progrès. Honorer ton processus, c'est avoir l'humilité d'accepter que tu es en train d'apprendre et le courage de ne pas t'arrêter. En pratique, cela signifie célébrer tes progrès sans minimiser tes faux pas. Être reconnaissant pour ce que tu es déjà tout en travaillant pour ce qui te manque encore. C'est arrêter de te comparer à la version idéale que tu as dans ton esprit et commencer à apprécier le chemin qui t'a amené jusqu'ici. Parce que chaque erreur t'a enseigné quelque chose, chaque chute t'a renforcé et chaque perte t'a montré ce qui compte vraiment. Honorer ton processus, c'est être reconnaissant même pour ce qui a fait mal. Parce que sans cela, tu n'aurais pas la clarté que tu as aujourd'hui. Le respect pour les autres naît aussi de cette compréhension. Lorsque tu comprends combien il a été difficile de te soutenir, tu arrêtes de juger si rapidement le chemin des autres. Tu deviens plus empathique, plus conscient, plus humain. Parce que celui qui se respecte lui-même n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, il vit simplement en cohérence. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à guérir, quelque chose à améliorer. Mais la différence entre celui qui vit dans la frustration et celui qui vit avec un but réside dans la façon dont il observe sa propre croissance. Honorer ton processus, c'est avancer sans hâte, mais sans pause. C'est savoir que même lorsque tu avances lentement, tu continues d'avancer. Que le véritable respect n'est pas obtenu d'un coup. Il est gagné chaque jour par des décisions petites mais fermes.
Lorsque tu honores ton processus, tu ne dépends pas de la validation externe, car tu reconnais ton propre effort. Tu te rends compte que le respect n'arrive pas lorsque les autres te le donnent, mais lorsque tu l'incarnes toi-même. Et là, à ce point d'équilibre entre l'humilité et la force, tu découvres ce que les stoïciens ont toujours su, que la vie ne consiste pas à atteindre un idéal, mais à être digne du chemin.